Pourquoi est-ce que les maths, c'est la bête noire pour tant de monde? On entend souvent dire que certains sont faits pour les maths et d'autres non. Mais si le problème ne venait pas de notre cerveau, mais plutôt de la façon dont on nous les enseigne, aujourd'hui, on va décortiquer une idée reçue qui a la vie dure. On s'est tous posé la question un jour, non? Surtout face aux fractions, c'est un peu le premier grand mur que beaucoup rencontrent en maths. Alors pourquoi ce concept en particulier semble si abstrait, si contre-intuitif? Est-ce qu'on a un bug dans notre système d'exploitation cérébrale? C'est le mystère qu'on va essayer de résoudre. Bon, commençons par la version officielle. L'explication la plus courante, celle que la science met souvent en avant, l'idée qu'il y aurait bel et bien une sorte de faille, un défaut de conception dans notre cerveau. Et voilà notre coupable désigné, le biais des nombres entiers. En gros, la théorie, c'est ça. Notre cerveau apprend d'abord à compter avec des nombres simples. 1, 2, 3, les nombres entiers. Et il s'y habitue tellement que quand les fractions débarquent, c'est la panique. Le cerveau essaye d'appliquer les règles des entiers aux fractions, et évidemment, ça ne marche pas. Et attention, ce n'est pas juste une petite hypothèse. Pour beaucoup, c'est un fait scientifique, un concept solidement établi. Et cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'est construite petit à petit, sur des décennies. Ça a commencé dans les années 80, avec les premiers travaux qui allaient dans ce sens. Puis, en 2005, on lui a donné un nom officiel, le BNE, ce qu'il a vraiment installé. Aujourd'hui, c'est devenu l'explication par défaut dans le monde de l'éducation et de la psychologie cognitive. Bon, d'accord, le décor est planté, on a une théorie qui a l'air solide, acceptée par la communauté scientifique, ou presque, parce que c'est là que notre analyse prend un virage à 180 degrés. Et si toute cette belle construction, aussi logique qu'elle paraisse, était en fait un château de cartes? Pour tester la solidité de cette théorie, on va s'attaquer à sa pièce maîtresse, sa preuve numéro 1, cette fameuse erreur que tout le monde, ou presque, a faite un jour avec les multiplications. Voilà l'argument massu. On observe que beaucoup d'élèves sont persuadés qu'une multiplication donne forcément un résultat plus grand. Pour les partisans du biais des nombres entiers, c'est la preuve parfaite. C'est notre cerveau, disent-ils, qui, formaté par les nombres entiers, applique cette règle de manière instinctive aux fractions et donc se plante. Logique, non? Eh bien, pas si vite, parce que c'est là qu'il y a un hic, un énorme hic. Le signe multiplié est un faux ami. En réalité, il cache deux sens complètement différents. D'un côté, il y a le sens de fois, comme dans 3 fois 4, qui est une addition répétée. Et de l'autre, il y a le sens de 2, comme quand on dit prendre les 3/5 de 60. Et ça, ce n'est pas du tout la même chose. Et cette petite distinction, elle change absolument tout. Parce que l'analyse des sources suggère que l'erreur des élèves n'est pas du tout naturelle. Elle est fabriquée de toutes pièces par l'école. Comment? C'est simple. L'école nous apprend la multiplication, mais elle ne nous en donne qu'une seule version, celle de l'addition répétée, le fameux fois. Puis, elle nous demande d'appliquer ce modèle unique aux fractions où il n'a plus aucun sens. L'erreur de l'élève n'est donc pas un bug, c'est la conséquence parfaitement logique d'un enseignement incomplet. Il y a cette citation, tirée des documents de recherche, qui résume la situation à la perfection. Ces intuitions qu'on croit spontanées, comme multiplier ça agrandit, en réalité, elles ne le sont pas du tout. Elles sont le résultat direct de ce qu'on nous a enseigné. Le problème ne vient pas de la tête de l'élève, mais de ce qu'on y a mis. Alors là, on arrive à une question encore plus intéressante. Si la preuve principale s'effondre, comment se fait-il que cette idée de défaut cognitif inné ait autant de succès? Pourquoi est-ce qu'on s'y accroche autant? Qu'est-ce qui la rend si séduisante? On entre maintenant dans la 3e partie de notre décryptage. On va mettre de côté les preuves scientifiques pour s'intéresser au mobile. Pourquoi ce mythe est-il si pratique, si commode pour tout le monde? La réponse, d'après les sources analysées, est assez directe. Cette théorie est incroyablement arrangeante. Elle déplace complètement la responsabilité. Si le problème est dans le cerveau de l'élève, alors ce n'est plus la faute des programmes, des méthodes d'enseignement ou du système. C'est une excuse en or qui permet à l'institution de ne pas se remettre en cause et qui évite des réformes qui coûteraient cher. Et ce mythe n'avance pas tout seul. Il est propulsé par un cocktail de 3 forces très puissantes. D'abord, il y a l'aura des neurosciences, qui lui donne un cachet de vérité scientifique quasi indiscutable. Ensuite, les médias adorent les explications simples et percutantes, donc ils la relaient en masse. Et enfin, et c'est le moteur principal, sa grande commodité pour le système éducatif en fait la coupable idéale. C'est la convergence de ces 3 éléments qui la rend si difficile à déloger. Et c'est là qu'on touche à une conséquence idéologique assez lourde. Au fond, cette théorie n'est qu'une version modernisée, scientifique, de la bonne vieille idéologie du don. Avant, on disait qu'on avait la bosse des maths. Aujourd'hui, on dit qu'on a la capacité de surmonter son biais cognitif. Mais le résultat est le même. L'échec ou la réussite en maths sont présentés comme une affaire individuelle, une sorte de fatalité, plutôt que comme le résultat d'un système. On arrive à la conclusion,
Au moment de rendre le verdict de cette enquête, après avoir pesé le pour et le contre, l'épreuve et les mobiles. Alors, le verdict est sans appel. La difficulté que rencontrent tant d'élèves avec les fractions n'est pas, comme on le prétend, une sorte de réglage d'usine par défaut de notre cerveau. Pour le dire encore plus simplement, ce n'est pas une tendance naturelle, innée de notre esprit. Bref, ce n'est pas un biais cognitif. C'est en fait tout autre chose. La métaphore proposée dans les textes analysés est bien plus juste et beaucoup plus parlante. Ce n'est pas un biais, c'est une cicatrice cognitive. Une cicatrice cognitive, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Une cicatrice, c'est la marque indélébile laissée par une blessure. Dans notre cas, la blessure est infligée par un enseignement défaillant. C'est ce que les chercheurs appellent un artefact iatrogène, un mot un peu savant pour dire que c'est le remède qui a créé la maladie. La difficulté en maths n'est pas le problème de base, c'est un effet secondaire du traitement qu'on a administré. Alors, si le problème n'est pas le cerveau mais la méthode, ça change radicalement la perspective. La question finale n'est plus de savoir comment aider les élèves à corriger un prétendu défaut de fabrication, non, le vrai défi c'est de se demander comment on peut réparer l'enseignement pour qu'il arrête de créer cette cicatrice. Et ça, c'est une toute autre paire de manches.